7 figures des femmes, mieux les 7 figures des femmes. L'énumération est faite par un homme des dieux, le pasteur Silas Mimile Makangou. Bienvenue, pasteur. Merci, madame. C'est assez rare que l'on puisse recevoir un homme sur ce plateau. Ceux-là que nous recevons sont des hommes genrés, c'est la particularité. Et nous voyons, j'espère que vous êtes un homme genré. Merci pour les qualificatifs, mais je pense qu'en tant qu'homme, il faut impérativement accompagner la femme dans son épanouissement. Sinon, toute la lutte que la femme pourrait mener, toutes ces démarches n'aboutiraient pas à grand-chose. Moi, je n'aime plus trop qu'on parle de lutte. En effet. Vous l'avez aussi évoqué quelque part dans le livre dont nous allons décortiquer tout à l'heure. Mais vous êtes, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Cité Rama, auteur de plusieurs ouvrages. Celui-ci est le premier ouvrage que vous écrivez sur la femme. Avant qu'on en parle, ça remonte de quand que vous ayez parlé d'une femme et c'était dans quelles circonstances? C'était de quelle femme il s'agissait? D'abord, comme vous l'avez dit dans votre présentation, je suis pasteur d'église. Je suis né d'une femme, marié à une femme et père de 3 jolies filles qui demain deviendront femmes, pourquoi pas mères. Donc vous comprenez déjà que l'environnement naturel dans lequel nous vivons est un environnement où il y a à la fois les hommes et les femmes. En regardant ce que la femme vaut, ce qu'elle représente et ce qu'elle donne jusque-là comme contribution dans l'amélioration de la communauté, je pense qu'il y a un grand écart entre ce qu'elle peut faire et ce qu'elle fait. Et nous nous sommes mis à réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut assister cet être, ces partenaires que Dieu a mis à nos côtés pour rendre non pas seulement la femme meilleure, mais aussi pour rendre par ricochet notre société, notre nation, notre Église beaucoup plus performante. Et de cette femme dont vous parlez dans le livre, c'est une femme chrétienne ou une femme de manière générale? Non, non, la femme est d'abord femme. Peu importe son état d'âme, elle est avant tout femme, peu importe la couleur de sa race, qu'elle soit instruite ou illettrée, elle est avant tout femme. Mais nous partons d'une perspective biblique, parce que je ne pense pas que la Bible soit faite que pour les chrétiens. Je considère que la Bible est un livre que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir accommoder et régler la vie de l'être humain sur la terre. Donc la femme dont nous parlons dans ce livre, c'est la femme en général, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit païenne, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit analphabète, c'est de la femme en général que nous parlons. Parler de cette figure des femmes a nécessité une grande observation de cette femme dans la société. En effet. Et pour arriver à la décrire de cette façon, ça veut dire que vous avez pris du temps pour l'observer minutieusement. Je me demande pourquoi vous avez intitulé ce livre « Cette figure des femmes ». Pour la petite histoire, madame, ce livre remonte d'une prédication. C'était cette année même, le 8 mars, parce que ce livre, c'est parmi les produits du confinement. Le confinement nous a aidés à mettre par écrit ce qui au départ était une prédication. Le 8 mars, je ne savais pas que c'était le 8 mars. Avant de monter à la chaire pour prêcher, je constatais qu'il y avait des petites filles à l'église habillées en pagne. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était... Quelques jours avant que l'on décrète l'état d'urgence. Juste, je crois, 1 semaine ou 2 semaines avant qu'on décrète l'état d'urgence. Et il s'est fait aussi que ma fille est née le 8 mars. Mais je faisais plus allusion à la naissance de ma fille qu'à la journée de la femme. Du coup, je me suis dit, je vais rapidement concocter un message sur la femme et je l'ai intitulé « Cette figure des femmes que l'on retrouve dans la Bible ». Et je voulais faire un parallélisme entre les femmes de la Bible et les femmes modernes que nous avons dans nos familles, dans notre société, ainsi de suite. Et à la fin, je vis plusieurs femmes venir vers moi pour dire « Pasteur, vous avez trop survolé, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'avoir un support pour cette prédication, en faire un enseignement et pourquoi pas un livre ?» Et voilà aujourd'hui, ce qui hier était une prédication est devenu un livre. C'est devenu un livre, en même temps vous décrivez des femmes fortes, mais il y a aussi des femmes que... En effet. Oui, oui. Donc, il y a des figures qu'il faut sublimer, des figures à développer, des figures à protéger, mais il y a aussi des figures à bannir. Donc, les 7 figures dont il est question ici, ce sont 2 figures, ce sont des facettes ou encore des catégories de femmes que nous rencontrons dans notre société, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises. Et toutes ces femmes, nous vivons avec elles.
Certaines, nous avons besoin de les pérenniser, d'en faire des modèles. D'autres, il faudrait à tout prix bannir. Non pas bannir la femme comme telle, mais bannir cette figure-là. Parce que la figure à bannir, malheureusement, semble aussi être aujourd'hui, au regard de notre société, la figure la plus populaire. Et nous l'avons appelée la femme déchue. J'aimerais qu'on commence par là. On ne va pas suivre la logique du livre, mais on va suivre selon que nous avançons dans l'émission. Cette femme déchue, la femme déchue, que vous décrivez dans ce livre. Nous l'avons définie comme étant cette femme qui, malheureusement, a une très mauvaise perception d'elle-même parce qu'elle ne se définit que par rapport à sa silhouette. Elle ne se définit que par rapport à sa beauté plastique. Elle ne se définit que par rapport à la couleur de sa peau, à sa chevelure, à telle enseigne qu'elle investit plus de ses ressources dans ce qu'elle apparaît au lieu d'investir dans ce qu'elle est. Mais en même temps, vous dites qu'il faut se faire belle dans ce livre. En même temps, nous insistons qu'une femme doit être belle parce que Dieu n'a pas créé de femmes moches. Et la beauté n'est pas que physique. La beauté est avant tout dans le charme. Une femme Mais la beauté est un atout aussi. La beauté est un atout, madame. C'est presque une insulte au bon Dieu d'avoir une belle femme et qui ne veut pas apporter une valeur ajoutée à sa beauté. Faites-vous belle. Mais vous devez aussi savoir que la beauté physique, c'est la chose la plus éphémère que vous avez. Parce qu'à un certain âge, vous cessez d'être la femme attrayante, la coquette que vous étiez hier, la rose que vous étiez hier, mais vous continuez quand même à exister. Vous n'existez plus en tant que Miss Congo, Miss Afrique, du moins vous existez en tant que femme. Et la femme de Chi, nous l'avons dit, que c'est cette femme qui n'a pas compris que sa beauté lui fait gagner le cœur du roi. Mais c'est son caractère qui le met. Comme Esther dans la Bible. Comme Esther, nous l'avons d'ailleurs donné. La beauté de Vachi a fait qu'elle gagne le cœur du roi. Mais son caractère a fait qu'elle soit chassée de la cour du roi. Donc une femme déchue, c'est celle qui s'intéresse seulement au cœur du roi et qui oublie les exigences de la cour du roi. Qu'est-ce que cela signifie? On peut être belle, les hommes se battent pour vous avoir et vous avez un anneau dans le doigt, vous vous mariez. Mais le bonheur dans votre foyer ne dépend plus de votre bonheur, de votre beauté physique. Le bonheur, on peut vous recruter comme journaliste parce que vous êtes belle. Mais on ne continuera pas à vous garder parce que vous êtes belle. On vous exigera au-delà de votre beauté, votre compétence, votre caractère, votre capacité à socialiser avec les autres. Et là, c'est la femme déchue. La femme déchue, celle qu'on appelle à Kinshasa, celle qu'on dit à Kinshasa, Mwasi Nzoto. Voyez-vous? Parce qu'on réduit la femme à la beauté physique. La femme déchue, c'est celle qui se vend elle-même comme un objet de plaisir et non pas un partenaire de développement. Et ça, c'est une figure à bannir dès le bas âge. Malheureusement, une figure qui s'impose, surtout ici à Kinshasa. Surtout ici à Kinshasa, parce que le grand problème que la femme a, c'est la crise des modèles. La jeune fille quinoise manque de modèles. Elle manque de modèles de femmes qui à la fois sont belles, comme Madame Feza, et qui, aux côtés de sa beauté physique, permettez, elle fait preuve de son savoir-faire, de son savoir-être, de son savoir-faire. Voyez-vous? Et cette crise des modèles fait assez qu'il y a des femmes tellement belles, mais qui, à part la beauté physique, n'ont rien d'autre. Et cette figure semble être la plus populaire et la plus popularisée. À telle enseigne qu'aujourd'hui, la jeune fille pense que pour être acceptée dans la société, c'est ma beauté qui compte. Pour être acceptée au-delà de mon CV, je dois me faire belle pour séduire. Elle oublie, outre la beauté, elle a aussi une tête, elle a un cœur, et nous paraphrasons pour dire, moi si, ce n'est pas seulement Nzoto. Moi si, c'est la tête, moi si, c'est le cœur. Parce que ce sont les deux qui font d'abord femme ce qu'elle est. Hormis le fait de ne pas voir des modèles, est-ce que pour quitter cet état de femme déchue, à aller dans une autre figure que vous avez décrite, que nous allons aussi exploiter dans cette émission, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas encore tard. Non, ce n'est pas tard, madame. Dans la société, les modèles, on les fabrique. Les modèles, on les crée. Comment on crée les modèles? Il y a des gens qui existent et qui pourraient être des modèles, mais qui n'ont pas elles-mêmes la conscience d'être modèles. Conscientisez-les, sublimez-les.
Donnez-leur les premières positions, tout en sachant qu'elles ne vous décevront pas. Ces personnes seront érigées comme modèles et elles se multiplieront. Parce que les modèles sont faits pour être imités. Les modèles sont faits pour être dupliqués. Et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Nous sublimons ce qu'il faut bannir et nous étouffons ce qu'il faut élever, ce qu'il faut célébrer. Et quelle est la responsabilité de l'Église, justement? En effet, parce que les églises sont majoritairement composées des femmes. En effet. Vous avez une grande responsabilité si ces femmes déchues représentent les membres de votre Église. En effet, je parle en tant que pasteur, je parle en tant que penseur, je parle en tant qu'analyste de la société. L'Église a une grande responsabilité. Et c'est quand je dis Église, je ne parle pas de la religion. Parce que la femme a été limitée et étouffée aussi à cause des messages religieux. Oui, vous l'avez dit dans le livre. Donc, la religion, les traditions et la société ont fait de la femme qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et s'il faudrait la libérer, l'aider à s'émanciper, l'Église doit s'impliquer. Comment? En apportant les messages comme celui que nous avons apporté, parce que de toutes les figures que nous avons évoquées, vous allez vous rendre compte que chacune des figures a un corollaire dans la Bible. Donc la responsabilité de l'Église, c'est d'insister sur les choses qui font qu'une femme soit réellement une femme telle que Dieu la voit et non pas telle que la société la voit. Comment Dieu voit la femme? Dieu voit la femme comme sa créature, créée à son image et à sa ressemblance. Dieu voit la femme au même titre que l'homme et la femme, que l'homme. Alors qu'on demande à la femme beaucoup d'exigences en termes de soumission à l'Église, il ne faut pas prêcher. C'est dans la Bible. La soumission de la femme, madame, il faut la limiter dans le cadre du mariage. Nulle part dans la Bible, il est demandé au sexe féminin de se soumettre au sexe masculin. La soumission dans la Bible, elle est limitée dans le cadre du mariage. La femme doit être soumise non pas à l'homme, mais à son mari. Voyez-vous, la femme doit être soumise non pas à l'homme, mais à son mari. Je ne peux pas vous exiger, vous en tant que femme, la même soumission que j'exige à mon épouse. Voyez-vous, parce que du reste, l'amour que je donne à mon épouse, je n'ai pas le droit de vous témoigner cet amour-là. Donc ici, je parle de la Bible et non pas de la religion. Voyez-vous, et la tradition a fait que les regards de la femme qu'elle doit avoir vis-à-vis d'elle-même soient truqués. La femme se voit dans le regard, dans les lunettes de la société. Elle se voit dans les lunettes de la religion. Elle a du mal... Oui, il y a beaucoup d'épésanteurs par rapport à son épanouissement. Oui, il y a beaucoup d'épésanteurs et elle ne sait pas ce qu'elle fait manquer à elle-même et ce qu'elle fait manquer à sa société, sans dire ce qu'elle fait manquer à la nation ou à la génération. Vous voulez créer une génération des femmes révoltées, c'est ça? Je ne sais pas si dire, vous n'avez pas parlé, je ne parlais pas vous n'avez pas évoqué ça. Je ne dirais pas révoltées, mais je dirais des femmes illuminées. C'est-à-dire des femmes qui, à la lumière de Saintes Écritures, ont compris ce qu'elles sont. Je donnerai un exemple, madame. Il est aberrant qu'une jeune fille très ambitieuse, très entreprenante, perde toutes ses ambitions, toutes ses valeurs, ce talent, l'enterre dans un cadre qu'elle appelle mariage. Voyez-vous, à telle enseigne que 90% de la jeune fille congolaise âgée de plus de 25 ans converge vers le mariage. La Bible nous recommande de nous marier. Imaginez-vous que votre mariage vous empêche d'être la journaliste que vous êtes aujourd'hui. Je manquerai d'une bonne présentatrice. Ça veut dire que je me suis mal mariée. Le mariage, non, le mariage n'est pas le mariage n'est pas un cimetière de vocation pour la femme. Le mariage n'est pas un cimetière d'ambition pour la femme. Le mariage, la jeune fille doit se sentir plus épanouie et encouragée dans son mariage et non pas se voir transformée en une femme limitée. Pasteur, le problème c'est le mariage ou c'est l'homme? Il faut qu'on soit clair sur cette question. Le problème c'est la conception que nous avons du mariage. Ce n'est pas d'abord l'homme, ce n'est pas d'abord la femme, mais la conception que nous avons tous du mariage. Homme et femme. Le mariage n'est pas une finalité. Voyez-vous, une jeune fille très intelligente, la plus intelligente de sa famille, qui obtient son diplôme d'État avec beaucoup de points, lauréate de sa promotion. Elle va en G1, G2, G3, première session, elle est là parmi les meilleures. Mais écoutez, si les moyens existent, encourager cette fille à aller jusqu'à la fin, à finir sa thèse de doctorat, pourquoi pas qu'elle ne devienne pas la première femme professeure d'université dans sa famille. Il ne faudrait pas que le désir de se marier. Parce qu'aujourd'hui, cette jeune fille a comme l'impression qu'elle est acceptée dans la société partant de son statut social. Est-elle mariée
ou pas. C'est la caricature qu'on a faite justement à cette jeune fille Alors, par rapport à il faut elle-même. se débarrasser de cette caricature pour embrasser la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu a donné à la femme des talents comme il les a donnés à des hommes. Et Dieu attend que ces talents bénéficient et à l'Église et à la société. Dans ce livre, vous parlez de la femme révélée. Oui. Cette femme, qui est-elle? Cette femme révélée, c'est la femme qui, de par sa communion avec Dieu, de par sa relation avec le Seigneur, a atteint un niveau spirituel très élevé. Elle a développé ce que j'appelle un flair prophétique. Elle est capable de voir ce qu'une femme normale ne voit pas. Ça, c'est une dimension très, très spirituelle. C'est une dimension très spirituelle. Et vous avez commencé pourtant par là dans le livre. Nous avons justement pour dire qu'une femme est avant tout un esprit. Elle a une âme et elle vit dans un corps. Il ne faut pas inverser la tendance. La femme n'est pas d'abord le corps. Elle est un esprit comme tout être humain. Elle a une âme et elle vit dans un corps. Donc je pense qu'une femme devait être spirituelle. Une femme ne devait pas seulement être spirituelle par le fait qu'elle va à l'église, mais elle devait être spirituelle jusqu'au point où elle comprend le langage de Dieu, où elle peut comprendre les exigences de Dieu par rapport à sa vie personnelle, les exigences de Dieu par rapport à sa génération et à la saison dans laquelle elle vit. On va faire un petit exercice, pasteur, parce qu'on ne prêche que par exemple. Vous êtes pasteur, vous avez des femmes dans l'église. Oui. Est-ce que ces femmes sont révélées? Beaucoup. C'est vous. J'en connais beaucoup qui sont révélées. Qui aujourd'hui ont pris des décisions, et des décisions qui se sont avérées salvatrices, simplement parce qu'elles ont été inspirées par Dieu, elles ont été convaincues que la voix que j'entends, c'est Dieu qui me parle. Mais d'un constat simple, moi je dirais qu'il y a moins de femmes révélées à l'église. Vous parlez de mon église ou bien de l'église générale? Je parle de manière générale. Non, de manière générale, non. De manière générale, Ce sont des femmes qui vont à l'église par formalité ou parce que on leur a dit qu'à l'église, c'est là qu'elles vont déverser leurs problèmes, c'est là qu'elles se sentent soulagées, c'est là qu'elles peuvent passer du temps où il n'y a pas son homme qui lui fait la pression, il n'y a pas la famille. Il y a une autre conception de la femme à l'église, en fait. C'est vrai qu'il y a une autre conception de la femme, mais je pense que les raisons pour lesquelles les femmes viennent à l'église sont des raisons fondamentales. Lesquelles? Elles viennent parce qu'elles sont malades, elles veulent trouver une paix, elles viennent parce qu'elles sont tourmentées par le caractère ou le comportement de leurs enfants qui ont atteint un certain âge. Et pourquoi les hommes ne viennent pas à l'église quand ils ont les mêmes problèmes? L'église est composée des hommes et des femmes. Mais généralement, les hommes ne viennent pas, ne recourent pas à l'église quand ils ont les mêmes problèmes. Ils préfèrent trouver des solutions à leur manière. Vous êtes d'avis avec moi? Je suis d'avis, mais je ne vais pas non plus dire que la femme n'a que Dieu comme solution. Non. La femme aussi se bat pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais si vous me dites que les hommes ne vont pas à l'église comme les femmes, je vous dirai aussi que les hommes ne vont pas à l'hôpital comme les femmes. Voilà pourquoi le taux de mortalité est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Parce que l'homme a une confiance folle. Et il pense que par ses compétences, par son caractère, il va résoudre tous les problèmes. Il est cachotier, il est introverti. Il ne dit pas ce qui ne va pas. La femme le dit. La femme a la capacité de déverser son cœur devant Dieu. Même entre elles, ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'Église. Entre vous les femmes, vous partagez certains secrets. Et nous les hommes, on n'en partage pas. Voyez-vous, nous croyons étouffer le feu en mettant un couvercle. Et nous finissons par être étouffés par cette fumée. Alors que la femme parvient de manière générale à en parler, même à sa petite sœur. C'est un atout ou un défaut? Non, je ne pense pas que ce soit un défaut. Je ne pense pas que ce soit un défaut. Parce qu'ici, il faudrait savoir que Dieu nous a créés tous à son image et à sa ressemblance, mais il nous a créés de manière distincte. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Et c'est cet équilibre qui crée justement la complémentarité. Qui crée la beauté de la création, qui fait que le monde soit ce qu'il est. Votre souhait aujourd'hui est qu'on ait plus de femmes révélées, mais à côté de ces femmes, qu'il y ait aussi des femmes leaders. Ça sera la troisième figure qu'on va évoquer. Qui est des femmes leaders? Ces femmes leaders sont celles-là qui ont plus de connaissances que les autres. Ici, quand je parle de connaissances, je ne parle pas que de connaissances acquises à l'université, mais qui ont une certaine avance par rapport aux autres et qui ont réussi à élaborer une vision, à concevoir une vision. Parce qu'on ne peut pas parler, madame, d'un leadership là où il n'y a pas une vision. La vision engendre le leadership et non le contraire. Et la femme leader, c'est qui? C'est celle qui accepte de se surpasser.
de transcender les caprices des autres, pour garder les autres réunis autour d'une vision. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre société, l'absence de ces femmes leaders. Et là, nous sommes en train de dire qu'on n'est pas une femme leader parce qu'on est nommé ministre. On n'est pas une femme leader parce qu'on est député. On n'est pas une femme leader parce qu'on est à la tête d'une entreprise. Quand est-ce qu'on devient femme leader? On est une femme leader lorsque, après avoir défini la vision qui vous anime, vous faites appel aux autres femmes pour se joindre à vous. De telle manière à ce que la vision qui au départ était la vôtre, Madame Feza, n'est plus votre seul visa, elle devient la visa de Pamela, elle devient aussi la vision de Y, et ainsi de suite. Et là, vous êtes capable de vous surpasser pour supporter les caprices des autres parce que vous croyez que c'est pourquoi nous nous battons est plus noble que nos sacs à main, est plus noble que notre positionnement, est plus noble que ce que nous poursuivons. Nous travaillons pour léguer quelque chose d'essentiel aux générations à venir. Et ici, c'est là où nous disons que la femme leader est celle qui accepte de devenir un modèle. Et la femme ne devient pas un modèle par ce qu'on obtient, par ce qu'elle obtient. Elle devient un modèle par ce qu'elle s'abstient. C'est-à-dire, vous n'êtes pas modèle, vous n'êtes pas une femme leader grâce à ce que vous obtenez, mais grâce à ce dont vous vous abstenez. Donc, devenir une femme leader, c'est être une femme de privation, être une femme d'abnégation, accepter d'être contredite par les autres, accepter de nager à contre-courant, accepter que les autres vous jugent des zélés ou de trop ambitieuses simplement parce que vous refusez d'être comme les autres. Et nous avons dit que la femme leader est celle qui a compris que sa grandeur ne repose pas sur sa ressemblance avec les autres, mais plutôt sur sa différence avec les autres. Et la différence, on doit l'assumer. Vous n'êtes pas obligé de parler comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres, parce que imiter, c'est limiter. Cette notion de privation, il y a beaucoup qui essayent d'emprunter ce chemin pour justement partager leur vision, s'imposer en même temps aussi. Mais c'est un concept, le leadership féminin ou le leadership au féminin, c'est un concept qui a du mal à s'installer ici au Congo parce que on peut beau se le dire et dire que c'est un adage qui n'a pas son sens, mais à un certain moment, ça nous rattrape. Les femmes, quand il y a une qui a une vision, il y a une autre qui vient toujours pour détruire cette vision. Et en créer une autre semblable, tout en sachant que cette vision créée, nouvellement créée, n'a pas de chance de survivre. Pasteur. En effet, le but, c'est de détruire. Mais je pense que c'est possible. C'est possible de voir l'émergence d'une nouvelle classe de femmes leaders au Congo. Il suffit juste de le conscientiser. Il suffit juste de revenir là-dessus. Il suffit juste d'insister parce que madame, c'est ici. Si ailleurs il y a des femmes, j'en ai cité plusieurs. Plusieurs dans les livres. J'ai cité l'exemple de Rosa Parks, qui déjà en 1955, dans l'État d'Alabama, dans la ville de Montgomery. J'ai cité l'exemple d'une jeune fille qui déjà à l'âge de 20 ans, au XVIIIe siècle, Kim Pavita. J'ai cité l'exemple de Kim Pavita. J'ai cité l'exemple de Michelle Obama. J'ai cité l'exemple de la sénatrice Hillary Clinton. Voyez-vous, elles sont nombreuses ces femmes. J'ai cité plus de 3 citations de Madame Winnie Mandela. Au fait, la femme leader souffre d'une chose. La femme supposée devenir leader, elle pense qu'elle sera leader parce que tout le monde la comprend au départ. Non, non. Je pense que toute vision sérieuse doit commencer non pas par des acclamations, mais par des adversités. Une vision qui est sérieuse commence d'abord par être combattue avant d'être soutenue. Si on vous soutient dès le départ, cela suppose que quelque part, votre vision, ça ne va pas, ou soit vous avez très mal communiqué. On n'a plus beaucoup de temps. La femme indestructible. La femme indestructible, je parle de cette femme qui, en voyant belle, travailleuse, bosseuse, mais qui, dans son parcours, a connu des choses ignobles, des choses qu'elle ne voudrait peut-être pas évoquer en public. Elle a connu des humiliations. La femme qui a traversé des océans, qui a traversé des rivières, qui a traversé des déserts pour parvenir à être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais une femme leader est une femme indestructible, en quelque sorte. Ici, la femme indestructible, je parle surtout de cette femme-là qui, dans son foyer, a moins connu de bonheur, mais n'a pas laissé le mal qu'elle a subi la changer.
Elle n'est pas devenue mauvaise à cause des mauvaises choses qu'elle a rencontrées. Voilà pourquoi je la décris comme étant indescriptible. Et la femme d'affaires, c'est qui? La femme d'affaires, c'est cette femme qui a compris qu'elle ne peut pas tout recevoir d'un homme. Elle a compris que tout ne vient pas comme sur un plateau. Elle a compris que Dieu lui a donné une tête pour réfléchir et des mains pour travailler. Le désir de la femme sera porté par l'homme. Le désir de la femme sera porté vers l'homme, mais cela ne signifie pas que l'homme va satisfaire à tous les besoins de la femme. La femme doit aussi contribuer, madame. Avec les temps qui courent aujourd'hui, j'exhorte les femmes, mariées soient-elles, à investir. J'exhorte les femmes qui travaillent, qui sont salariées quelque part, à ne pas finir leur salaire par des sacs à main, Gucci, ainsi de suite, mais à entreprendre, parce que l'avenir est dans l'entrepreneuriat et non pas dans le salaire. La 7e figure dans ce livre, c'est cette femme porteuse et gardienne de destinée. Celle que vous aimez souvent appeler la femme ménagère. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle dit, je ne fais rien, je suis ménagère. Non, madame. Être ménagère ne signifie pas que vous faites rien. C'est le plus grand métier du monde. C'est le plus grand métier du monde. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je connais des DG qui ne sauront pas faire le travail que vous faites. Moi, j'ai 5 enfants. Je ne saurais pas vivre avec mes 5 enfants 3 jours d'affilée sans ma femme. C'est presque impossible. C'est infernal par moment pour les hommes. C'est là que nous avons une grâce particulière. Ça prouve combien la femme est une vaillante manager. Et ça, il faut l'encourager. Mais dans la femme gardienne et porteuse de destinée, nous sommes en train aussi d'expliquer qu'il est plus facile de devenir maman que de devenir mère. Parce que toutes les mères ne sont pas des mamans et toutes les mamans ne sont pas des mères. C'est quoi la différence? Maman, c'est celle qui accouche. Elle donne naissance à un bébé. La mère, c'est celle qui se rassure que l'enfant dans sa croissance atteindra le maximum de son potentiel. Parce que changer de couche, donner des biberons, même faire téter à l'enfant, une nounou peut le faire. Babysitter peut le faire. Mais pour être la mère, même une folle peut être une maman. Mais une folle ne peut pas être une mère. L'enfant n'a pas seulement besoin d'une maman pour venir au monde, l'enfant a aussi besoin d'une mère pour réussir sur la terre. Je crois qu'on a fini. Est-ce que c'est cette figure que vous aviez évoquée dans ce livre nous décrit la femme de manière générale? Oui. Suffisamment. Suffisamment. Ou il y a d'autres figures que vous n'avez pas citées? Non, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la prétention de dire d'avoir abordé la femme de manière absolue, mais je crois que les figures que nous avons abordées, en tout cas, saisissent toutes les facettes de la femme moderne. C'est qui cette femme idéale selon vous aujourd'hui? La femme idéale, c'est celle qui est consciente de son identité, qui comprend qu'elle n'est pas un sous-homme, qui comprend qu'elle a aussi droit au chapitre, tout en se soumettant aux règles divines et aussi en se soumettant aux valeurs de la société. La femme idéale, c'est celle qui refuse de se définir seulement partant de sa beauté. Elle pense qu'à part la beauté extérieure, il existe une beauté intérieure. La femme idéale, c'est celle qui ne se plaint pas parce qu'on ne lui a pas donné. Elle se pose des questions, qu'est-ce que je peux apporter? La femme idéale, c'est celle qui se marie et qui rêve d'avoir des enfants parce qu'elle dit, je ne veux pas être égoïste. Je suis venu par une femme, je voudrais aussi que d'autres viennent par moi. La femme idéale, c'est celle-là qui ne croise pas les bras pour que l'homme lui apporte tout. Elle veille comme la femme sage dans Proverbe chapitre 31. La femme idéale, c'est cette femme qui comprend aussi les réalités de sa société. Elle s'est dit, ma société est une société misogène. Et elle favorise plus les hommes que les femmes. Donc s'il le faut, je me battrai 2 fois pour avoir ce que l'homme a. La femme idéale, c'est aussi celle qui vient en appui aux autres femmes. On les appelle les femmes fortes. Ce sont ces femmes qui ont subi les atrocités des violences sexuelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors Vlisco a lancé une campagne pour justement appuyer ces femmes, leur rendre autonomes, leur permettre de se réintégrer dans la société à travers cette campagne City of Joy qui permet justement de pouvoir reverser tous les bénéfices
ces motifs ou ces pagnes qui seront vendues pendant cette campagne auprès de ces femmes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors la seule manière pour vous de pouvoir contribuer à cette campagne, c'est de vous procurer de ces motifs comme je suis habillée aujourd'hui. C'est vrai que c'est Vlisco, mais c'est aussi la couture de Marcia Création. Allez-y dans les boutiques partenaires pour pouvoir adhérer à cette campagne et vous dire que vous avez contribué à cette à ce beau geste justement par rapport à ces femmes de l'Est de la République démocratique du Congo qui sont nos sœurs. Pasteur, on a fini. On a beaucoup à dire sur la femme. Hein. Beaucoup. Mais vous pensez que la femme congolaise sera justement ou va se classer vers les figures que l'on peut considérer comme des bonnes figures? Oui, elle peut se classer comme de bonnes figures et elle fait partie du potentiel que la République démocratique du Congo dispose. Au-delà du cuivre, du coltan, il y a aussi la femme. Juste l'instruire, juste l'encadrer, juste l'encourager et lui donner l'occasion de s'exprimer. Pourvu que l'Église aussi joue son rôle. C'est ce qu'elle est en train de faire présentement, madame. Il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le livre, les gens qui veulent s'en procurer... Et pour ceux qui sont ici à Kinshasa, ils peuvent le trouver dans différents supermarchés, Money Shop, Food Market, Grass Market. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent aller sur Amazon, livre, et ils vont s'en procurer. À l'église aussi À l'église ici, Terama aussi, située sur avenue Adama, au niveau de Sosimat, juste derrière l'ambassade de la France. C'est là où se trouve l'église, ils peuvent en trouver. On espère que ce ne sera pas votre dernière publication sur la femme. Non, 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 il y a autre chose qui est déjà en chantier. Hâte de vous lire. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis particulièrement aujourd'hui. C'est un homme qui a parlé de la femme et je crois qu'il a bien parlé de cette femme congolaise en la décrivant ou de la femme de manière générale parce que les réalités au finish sont presque les mêmes à travers les mondes, bien qu'il y ait des avancées sous d'autres cieux, mais les expériences du passé nous ont démontré que chacun a usé de son courage, de sa volonté, de sa détermination pour s'épanouir et surtout marquer sa destinée. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes avec le même plaisir.